les relations économiques internationales entre les pays riches, appelés communément pays développés, et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici, bien sûr, en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Au Zaïre, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Pas de sens logique. Si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constitue une catégorie et de pays à système collectiviste qui en constitue une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique, car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations, car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris, et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest, et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris éprouve certains pays colonialistes ne s'arrête pas là, car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Voilà. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Oui, c'est ça. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Voilà. Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé. Non, Car nous ne sommes mon pas peuple est sous-développés. discipliné, Nous sommes travailleur, digne et fier. Alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent. Voilà. Je crois que de temps en temps, nous allons vous mettre les séquences de ce discours historique. Aucun président d'un pays noir n'a parlé ainsi à la tribune des Nations Unies. Ça, je mets ceci pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes un peuple fort, uni. Il ne faudrait pas que nous puissions nous laisser aller, nous puissions nous laisser diviser par ceux-là qui veulent être au-dessus des autres. Vous savez, l'homme humain a toujours eu l'aspiration de se balancer au-dessus des autres. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus riches. Mais d'où vient cette richesse ou cette force? N'est-ce pas, ils viennent piller chez nous, ils viennent nous martyriser, et puis leur politique n'est pas honnête. Quand nous faisons des échanges économiques, eux nous imposent le prix des produits fabriqués à partir de nos minéraux. Nous fournissons de la matière première, eux ils les transforment et puis ils nous vendent à 10 fois plus que ce qu'ils ont dépensé. Et ils nous imposent le prix. Comme ici, par exemple, ils ne veulent pas que nous puissions
exploiter notre pays. Non, là-bas, il ne faut pas toucher au pétrole, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès qu'on touche au pétrole, fini. Ce sera un boom économique et même toute notre population va se réjouir. Nous sommes un peuple fort, naturellement. Nous sommes un peuple digne, naturellement. Nous sommes un peuple hospitalier et uni. Je donne un exemple. On nous maltraitait en Zambie, on nous arrêtait comme des mouches, comme des voleurs. Mais nous n'avons jamais répondu par la violence. Vous le savez vous-même du temps du président Kaunda. Et même jusqu'à présent, comment est-ce qu'on arrête les sans-papiers en Zambie? Les Congolais, on les appelle les Figassai. Mais chez nous, nous avons plus de 7 millions de Zambiens qui vivent chez nous, paisiblement. Et personne ne s'inquiète. Regardez, même des Libanais, des Chinois, des Arabes, ils viennent chez nous, ils ne sont pas tracassés. Ils ne s'inquiètent de rien. Cela ne veut pas dire que nous sommes des babombafous, non. Parce que nous sommes hospitaliers. Nous avons le sens de l'humanité. Nous savons que les autres qui fuient la misère, chez eux, ils peuvent venir chez nous et se réjouir de ce que Dieu nous a donné, ce que nos ancêtres nous ont légué. Parce que notre pays est extrêmement riche, à la population très riche. Nous sommes très forts et nous devons demeurer dignes d'être des Aïrois. Écoutez, nous avons une identité. Plusieurs nations n'ont pas d'identité. Partout où nous passons, on nous identifie. Pourquoi? Parce que nous savons pardonner, nous aimons réellement, nous sommes hospitaliers, nous savons comment distribuer aux autres et soutenir les autres dans leurs efforts. Alors chez nous, nous ne voulons pas tracasser les étrangers. Nous savons qu'ils sont venus chez nous. D'ailleurs, nous les gardons et nous les protégeons. Nous les gardons, nous protégeons même leurs biens. S'il y a des troubles chez nous, il y a un peu de tribalisme, il y a un peu ce qu'on appelle la guerre civile que nous appelons la guerre d'agression. Ce sont plusieurs pays du monde entier, les multinationales, et se sont ligués et nous font la guerre en détruisant notre pays et on détruit la population pour qu'on les remplace par d'autres peuples naïfs. Par exemple, nous, on ne peut pas nous amener dans un pays étranger pour que nous puissions pour régner là-bas, non. Aucun Zaïrois ne peut accepter. Nous devons construire chez nous. C'est pourquoi on oppose des tribus contre d'autres tribus. Là, faites attention, mes bien-aimés. Nous sommes unis. Le maréchal disait, nous sommes Liboké Moko. Nous avons un seul président, un seul premier ministre. C'est tout. Et il nous unit. Qu'il soit Moubemba, Mungwande, Muluba, Mukongo, etc. C'est notre frère, il est Zaïrois, un point, un trait. Il est de père et de mère Zaïrois. Mais ce sont les Bakouyakouyas qui sont envoyés par des multinationales pour détruire notre pays. Écoutez, ils veulent déchirer. En 1885, à Berlin, ils se sont mis sur une table, on commence à se diviser l'Afrique. Hein? Voyez un peu. Et notre pays, c'était comme une ferme d'un seul homme, le pôle 2, qui nous a massacrés. Nous ne sommes pas des rancuniers. Nous n'avons pas chassé les Belges. Nous ne les chasserons jamais. Pour nous, ils sont comme nos frères. Nous avons vécu ensemble pendant longtemps. Ils sont la bienvenue chez nous. Et chez eux, s'ils ne veulent pas que nous puissions rester chez eux, bon, c'est pas d'ailleurs pour nous. Si ils sont chez nous, nous serons contents. Si eux travaillent avec nous d'égal à égal, ça c'est pas un problème. C'est ça le problème c'est pourquoi on a tué Lumumba. Parce qu'il a dit non, pourquoi est-ce que nous avons la même grade, mais les salaires différents, les privilèges différents. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Un ancien président, bon, qui n'est même pas diplômé,
il touche 680 000 zaïrs. Si c'est vrai, ce qu'on entend par les réseaux sociaux, et personne ne, ne conteste ça. C'est que c'est vrai. Puis nous avons des députés 21 000, un diplômé ou un breveté, mais tandis que nous avons des licenciés à l'école secondaire qui sont en train d'enseigner, qui ont 10 fois moins qu'un député. C'est lamentable, il faudrait que nous puissions réfléchir. Et même nos frères qui travaillent, ils sont animés d'un mauvais esprit. Ils pillent la population. Vous travaillez à la douane, contentez-vous de votre salaire. Parce que l'argent que nous payons à la douane ne vous appartient pas. En plus de ce que nous payons au guichet unique, nous payons aussi aux douaniers l'argent du bureau, OCC, Ferry, Seguis, etc. Tout ça, ce sont des tracasseries qui empêchent notre pays d'avancer. Nous voulons créer l'emploi, surtout nous de la diaspora. Écoutez, il y a une mauvaise chose qui s'accomplit chez nous. Beaucoup de nos frères, ils ont envoyé beaucoup d'argent chez nous pour acheter des maisons, pour faire construire des maisons, pour faire construire des hôpitaux, mais leurs propres frères de même famille détournent cet argent. Et personne ne, ne s'en soucie, sauf que la personne elle-même qui a perdu. Il y a même qui sont même pendus à cause de ça. Mais normalement, en principe, notre gouvernement devrait se pencher sur la question. Parce que c'est une plaie. C'est une plaie. Nous voulons faire ça. D'abord, nos membres de ma famille. Si, par exemple, le gouvernement crée un cadre où il peut nous aider à investir, parce que d'abord, pour avoir le document pour ouvrir une entreprise chez nous, ça nous donne du fil à retordre. Mais quand les autres viennent, on les accueille, on leur donne des documents. D'ailleurs, on les suit à la maison, on leur donne des documents. Mais nous faisons des démarches et des démarches. Et puis parfois, on est même fatigué, on rentre sans avoir de documents pour opérer chez nous. Or, le gouvernement devrait nous faciliter. Quand quelqu'un vient pour investir ou pour créer une entreprise, si petite que soit-elle, mais le gouvernement devrait en principe nous aider. Parce que nous ne vivons pas là-bas. Le gouvernement devrait créer un cadre pour protéger nos biens, pour protéger nos entreprises et pour faciliter d'avoir des documents, un endroit pour commencer l'opération. Nous pouvons construire des ponts, nous pouvons construire des routes, nous pouvons construire beaucoup de choses. Nous pouvons apporter l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ainsi de suite chez nous, pour pallier à certaines carences. Nous pouvons amener des entreprises de transformation, par exemple, fabriquer des jus naturels ou de la boisson naturelle, et puis faire de la laiterie, etc. Mais on nous empêche de le faire. J'ai des amis qui veulent construire des hôpitaux chez nous, mais ils se trouvent toujours empêchés. D'autres ont construit dans d'autres pays, ce qui n'est pas bon. Il faut que le gouvernement puisse se pencher sur nous, les héros de la diaspora. Nous aimons notre pays. Si vous regardez très bien, chaque année, nous transférons des milliards de dollars chez nous, malgré que nos frères n'en font rien, mais nous faisons ça. Mais si on nous facilite, par exemple, on élimine le visa pour les Congolais de la diaspora, on élimine le visa, et puis on divise par 2 ou par 3, nous payons le 1/3 des tarifs douaniers. Mais pour les biens de production, si nous venons pour faire une entreprise, alors à ce moment-là, qu'on élimine carrément les tarifs douaniers, parce que nous allons créer l'emploi, nous allons créer des capitaux, nous allons payer des impôts, nous allons diminuer le chômage, et tous ceux-là qui vont travailler, ils payent l'impôt. C'est-à-dire que ce que l'État va manquer à notre entrée, il va le profiter chaque mois. Ça, ce sont des choses qu'il faudrait que le gouvernement puisse se pencher sur ça. Alors, à la frontière, il n'est pas besoin qu'il y ait des services de tracasserie comme on le voit pour le moment. En principe, OCC et DGDA, ça suffit. Et immigration, ça suffit. Immigration pour les visas,
DGDA pour la marchandise qui entre, OCC pour contrôler la marchandise qui entre et celle qui sort. Parce qu'il faudrait que tout ce que nous amenons chez nous soit contrôlé, non seulement nous les ressortissants du pays, mais aussi les étrangers. On peut amener des produits périmés, l'OCC ne contrôle pas. Si nous regardons sur le marché au Congo, il y a des médicaments périmés, il y a des médicaments non recommandés, il y a des produits expirés, il y a des produits qui sont fabriqués hors normes, voilà un peu. Mais pourtant, nous voulons amener des produits moins chers, mais on nous tracasse à la frontière. Alors beaucoup ont choisi de faire la brousse avec la complicité des douaniers. Il entre par la brousse, il donne l'argent au douanier, le douanier le met dans sa poche. Là, ce sont des manques à gagner. Si on regarde très bien, il y a des milliards de dollars qui passent comme ça par des chemins détournés. Mais bien aimé, tous ceux-là qui travaillent à la douane, ils ont des maisons à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite, et leurs enfants travaillent à l'étranger. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Est-ce que l'IGF ne veut pas aussi aller à la frontière et contrôler les biens de ceux qui ont des richesses et comment est-ce qu'ils se sont enrichis? Sinon, c'est au détriment de la population. Prenez-vous en charge. Nous sommes un peuple fort. Il faudrait, comme nous sommes debout déjà, il faut que nous allions de l'avant et bâtir notre pays plus beau qu'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et à la